Le président rwandais Paul Kagame est devenu une figure de renommée internationale, notamment pour avoir construit un pays prospère et harmonieux sur les ruines de l'ancien. Sa vie est pourtant loin d'être conventionnelle. Après avoir été un réfugié pauvre en Ouganda, il est devenu un haut gradé de l'armée ougandaise avant d'accéder à la présidence du Rwanda. La famille de Paul Kagame a fui les persécutions ethniques qui ont précédé l'indépendance du Rwanda en 1961, se réfugiant en Ouganda où Kagame a passé 30 ans en exil. Sa carrière militaire l'a ensuite plongé au cœur d'événements marquants, voire de guerres majeures du XXe siècle. Kagame fut l'un des fondateurs de l'armée d'Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais, avant de diriger ses services de renseignement, contribuant ainsi à la prise de pouvoir de Museveni en 1986. Plus tard, à la tête du Front patriotique rwandais, FPR, il a mené l'offensive pour stopper le génocide des Hutus contre les Tutsis en 1994. Né en 1957 dans une famille Tutsi, Kagame a grandi dans la commune de Tambwe, à environ 65 km de Kigali. Son père, Diogresius Rutagamwa, était un homme d'affaires prospère, tandis que sa mère, Asturia, était une cousine de la reine Rosalie du Rwanda, épouse du roi Mutara III. À cette époque, la famille vivait dans un certain confort, protégée par ses liens avec la royauté. Cependant, les tensions ethniques, attisées par les puissances coloniales allemandes puis belges, ont fini par éclater. En 1959, alors que le Rwanda se préparait à l'indépendance, un incident violent a déclenché une révolte Hutu, entraînant le massacre de centaines de Tutsis et l'exode de milliers d'autres. Cette période, appelée révolution sociale, a marqué la fin de la domination Tutsi et l'aggravation des tensions ethniques. Face aux violences, la famille de Kagame a dû fuir, abandonnant tout derrière elle. Leur maison a été pillée et rasée. Des années plus tard, Kagame reviendra sur les lieux pour ne trouver qu'une colline déserte et quelques survivants. Après un passage à Nyanza, la famille s'est installée près de la frontière ougandaise avant de finalement se réfugier en Ouganda en 1961. Ils ont d'abord vécu dans des camps de réfugiés où les conditions étaient extrêmement difficiles. Malgré tout, les exilés rwandais ont peu à peu trouvé leur place dans la société ougandaise, apprenant l'anglais et s'éloignant progressivement de leur passé. Pourtant, l'espoir d'un retour au Rwanda s'est éloigné avec les années, laissant Kagame et les autres réfugiés dans un exil prolongé, entre survie et intégration forcée. Leurs enfants n'ont pas été épargnés par les mauvais traitements dans ce pays étranger. Les jeunes Rwandais, dont Paul Kagame, étaient souvent harcelés, leur rappelant sans cesse leur statut d'étranger. Dans le camp de réfugiés, le jeune Paul Kagame s'est lié d'amitié avec Emmanuel Giza, plus tard connu sous le nom de Gerfred Rwigema. La famille de Fred Rwigema avait fui le Rwanda en 1960 alors qu'il n'avait que 3 ans. Les deux garçons, Paul et Fred, devinrent les meilleurs amis du monde, à tel point que beaucoup les prenaient pour des frères. Paul Kagame fréquenta l'école primaire dans le district de Toro, où il apprit l'anglais dans une classe de réfugiés. Par la suite, il intégra une école publique ougandaise à Tare dès l'âge de 9 ans, où il commença enfin à se mêler à la population locale. Il excellait dans ses études et figurait parmi les meilleurs de sa classe lors de sa dernière année d'école primaire à Tare. Déjà à cet âge précoce, les résultats scolaires de Kagame posaient des problèmes administratifs aux autorités ougandaises. Selon les règles en vigueur, les 3 premiers élèves de la classe obtenaient une bourse pour poursuivre leurs études secondaires. Cependant, n'étant pas ougandais, Paul n'y avait pas droit. Plaçant les autorités dans une position délicate, devaient-elles attribuer la bourse à un élève moins méritant ou lui refuser l'accès à l'école? Heureusement, Paul Kagame bénéficia de l'aide financière d'un ami de la famille basé en Belgique, ce qui lui permit de continuer sa scolarité, d'abord à l'école secondaire de Tare. Ce sentiment d'exclusion dans la société ougandaise fut plus tard résumé par Kagame lui-même dans une interview. L'avancement professionnel était restreint pour les Rwandais en Ouganda. Il y avait des limites à notre progression. Les performances académiques de Paul Kagame n'étaient pas exceptionnelles pour cette génération de jeunes réfugiés Tutsis. Cependant, la mort du père de Paul Kagame, Deogracia, au début des années 1970, ainsi que le départ de Fred Rwigema vers une destination inconnue, entraînèrent une baisse dans ses résultats scolaires. De plus, Kagame développa une tendance croissante à se battre contre ceux qui méprisaient la population rwandaise en Ouganda. Il fut finalement expulsé de l'école de Ntare et termina ses études sans distinction à l'école secondaire de Ol Kampala. Tout au long de son enfance,
Paul Kagame n'avait jamais pu retourner au Rwanda. Mais bientôt, le jeune homme ressentit une curiosité grandissante pour son pays natal. Il commença à interroger ses parents sur les raisons de leur exil et sur leur situation. Ce fut le début d'une quête d'identité. En 1977, Kagame organisa, grâce à des contacts de son école, un voyage au Rwanda pour découvrir sa terre d'origine. Il avait soif de voir ces lieux qui lui étaient interdits. Une fois sur place, il parcourut le pays en profondeur, se familiarisant avec la réalité rwandaise. Il en apprit bien plus sur la vie au Rwanda que ses compatriotes exilés, qui ne pouvaient compter que sur des souvenirs d'enfance ou des récits de seconde main. Kagame retourna au Rwanda en 1978, mais cette fois, il évita de traverser directement la frontière. Il passa d'abord par le sud-ouest de l'Ouganda, entra au Zaïre, puis traversa la région de Rutshuru vers Goma avant de rejoindre le Rwanda par la route de Gisenyi. À cette époque, le Rwanda était calme. Juvenal Habyarimana avait pris le pouvoir en 1973, perpétuant la ligne d'autorité Hutu. Mais si les autorités rwandaises avaient su que Paul Kagame était lié à l'ancienne famille royale Tutsi et qu'il était un réfugié vivant en Ouganda, son voyage aurait pu devenir dangereux. Kagame déclara plus tard, « Si quelqu'un avait découvert qui j'étais, d'où je venais et ma famille, cela aurait pu être très risqué. Il fallait être extrêmement prudent. » Ces voyages, bien que brefs, eurent une grande influence sur sa pensée et élargirent sa compréhension des défis économiques et politiques du Rwanda. L'idée de retourner un jour au pays et de s'impliquer dans le processus politique s'ancra fermement dans son esprit. La vie de Paul Kagame prit un tournant décisif lorsqu'il rencontra un autre ancien élève de l'école de Entebbe, qui devint son mentor et son inspiration politique, Yoweri Museveni. Plus âgé de 12 ans, Museveni était un activiste politique et un opposant déterminé au gouvernement ougandais de l'époque. Issu de l'ethnie Hima, proche des Tutsis, il était conscient de la situation difficile des réfugiés rwandais et savait que des jeunes comme Kagame n'avaient rien à perdre en rejoignant une rébellion visant à renverser le régime d'Idi Amin, puis celui de Milton Obote. Parmi les premiers recrutés par Museveni figurait Fred Rwigema, l'ami d'enfance de Kagame, qui s'était entraîné avec lui en Tanzanie et au Mozambique. Il devint un combattant très célèbre et décoré, atteignant finalement le grade de major général et de commandant adjoint de l'armée nationale ougandaise. En 1978, Fred Rwigema retourna dans l'ouest de l'Ouganda et retrouva son ami Paul Kagame. Rwigema repartit ensuite en Tanzanie et participa à la guerre de 1979, durant laquelle le groupe rebelle de Museveni, le Front Naza, s'allia à l'armée tanzanienne et à d'autres exilés ougandais pour vaincre Idi Amin. Inspiré par Fred Rwigema, Paul Kagame et d'autres réfugiés rwandais prêtèrent allégeance à Yoweri Museveni, qui devint membre du gouvernement de transition ougandais. Après avoir rejoint le groupe de Museveni, Paul Kagame se rendit en Tanzanie, où le gouvernement, soucieux de protéger le nouveau régime ougandais, le forma comme espion. Cependant, Yoweri Museveni finit par se brouiller avec le président Milton Obote. Début 1981, sa nouvelle armée, la National Resistance Army, NRA, lança sa première attaque contre le gouvernement ougandais. Paul Kagame faisait partie de ce petit groupe de 27 guérilleros aux côtés de Fred Rwigema. Très vite, l'Ouganda sombra dans une guerre civile sanglante. Pendant plusieurs années, Paul Kagame servit comme officier du renseignement au sein de la NRA. Sa mission consistait à recueillir des informations en zone rurale, un rôle crucial dans une guérilla menée avec peu de troupes. Il fut le premier officier à partir en mission, seul ou avec un ou deux autres agents, pour évaluer des cibles potentielles ou analyser les forces ennemies. Après 6 ans comme spécialiste du renseignement, Kagame devint chef des services secrets de l'armée de Museveni après le renversement d'Obote en 1986. L'expérience militaire et politique acquise par Kagame et Rwigema au sein de la NRA et du National Resistance Movement fut déterminante. Eux et d'autres exilés rwandais commencèrent à se demander si la NRA avait pu libérer l'Ouganda, pourquoi ne pas en faire autant au Rwanda? C'est ainsi qu'en 1987, ils fondèrent le Front Patriotique Rwandais, FPR, issu de la fusion de la Rwandaise Refugee Welfare Foundation et de la Rwandaise Alliance for National Unity. Fred Rwigema en devint le président, avec Kagame comme l'un de ses principaux dirigeants. Les deux hommes avaient des personnalités complémentaires. Kagame, sérieux et intimidant, contrastait avec Rwigema, charismatique et apprécié. Rwigema était un rassembleur, tandis que Kagame se montrait impitoyablement méthodique. Cependant, malgré leur ascension au sein de la NRA,
les réfugiés rwandais subissaient une hostilité croissante en Ouganda. Fin 1989, sous pression politique, Museveni rétrograda Kagame et Rujma. En 1990, il envoya Kagame suivre une formation militaire à Fort Leavenworth, aux États-Unis, probablement pour l'éloigner, sachant qu'il préparait une incursion au Rwanda depuis l'Ouganda. Pendant ce temps, les exilés rwandais, se sentant de moins en moins bienvenus, continuaient d'armer le FPR. Le mouvement militait pour le rapatriement des réfugiés et s'opposait au régime à parti unique de Juvenal Habyarimana, affaibli par la corruption, la répression et la chute des cours du café, principale exportation du Rwanda. En août 1990, après la défection de membres de l'élite de Kigali vers Kampala, Rujma estima que le moment était venu de renverser Habyarimana. Le FPR lança son attaque depuis l'Ouganda, fin 1990, déclenchant une guerre civile de 4 ans. Mais l'invasion, en octobre, tourna au désastre. Fred Rujma fut tué dès le 2e jour, semant le choc et la démoralisation. Pire, la France, la Belgique et le Zaïre intervinrent en soutien au régime. Paris envoya 150 soldats, Bruxelles 400 parachutistes et Mobutu Seko dépêcha des gardes présidentielles. Après une attaque simulée sur Kigali, la France déploya 600 hommes supplémentaires et finança des achats d'armes à hauteur de 10 millions de dollars. Après la mort de Fred Rwigema, Paul Kagame est rapidement revenu des États-Unis et a pris la tête du Front patriotique rwandais, FPR. Sous son commandement, le FPR et son aile militaire, l'armée patriotique rwandaise, se sont réorganisés. Fin 1991, Kagame avait transformé le FPR en une force de guérilla disciplinée d'environ 5000 hommes. La campagne de Kagame a connu des succès, ses forces prenant progressivement le contrôle de larges portions de territoire, malgré le soutien militaire considérable dont bénéficiait le régime corrompu de Habyarimana. Les Français avaient en effet envoyé des parachutistes, des conseillers militaires et un important afflux d'armes. Cependant, bien que capable de mener des attaques éclairs dans le nord du Rwanda, le FPR ne bénéficiait que d'un faible soutien populaire. Kagame s'est donc montré ouvert aux négociations avec les membres du gouvernement de coalition rwandais. Les pourparlers de paix, intermittents, n'ont abouti qu'en août 1993 avec la signature des accords d'Arusha, en Tanzanie. Ceux-ci prévoyaient la formation d'un gouvernement de transition inclusif intégrant le FPR. Si ces concessions ont suscité une certaine sympathie à l'étranger, ainsi qu'une aide économique, elles ont été accueillies avec mépris au Rwanda. Les extrémistes Hutus y étaient farouchement opposés. Leur propagande anti-Tutsi, déjà largement diffusée par la radio et les journaux, s'est intensifiée, alimentant les tensions ethniques. Le 6 avril 1994, l'avion transportant le président Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira a été abattu au-dessus de Kigali. L'attentat, dont les commanditaires restent inconnus, initialement attribué aux Hutus extrémistes, puis aussi au FPR, a déclenché le génocide. Dès cette nuit, les massacres systématiques des Tutsis et des Hutus modérés ont commencé. Le premier ministre Agathe Uwilingiyimana, une Hutu modérée, a été assassiné le lendemain, ainsi que 10 soldats belges de la mission de l'ONU qui la protégeaient. Ces meurtres visaient à éliminer toute opposition et à installer un gouvernement intérimaire extrémiste. Théodore Sindikubwabo en est devenu le président par intérim le 8 avril. Le FPR, rejetant ce gouvernement, a repris les combats. Dès le 12 avril, ses troupes atteignaient Kigali. Les mois suivants ont été marqués par une vague d'anarchie et de massacres, menés par l'armée et les milices Hutus, Interahamwe et Impuzamugambi. Le 4 juillet, après des combats acharnés, le FPR a pris le contrôle de Kigali. Le gouvernement génocidaire s'est enfui vers le Zaïre. Les réfugiés Hutus ont établi des camps au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie. Après le génocide, le Rwanda a entamé un long processus de réconciliation. Un gouvernement d'union nationale, dirigé par Pasteur Bizimungu, avec Kagame comme vice-président, a été formé en juillet 1994. Bizimungu, contraint à la démission en 2000, a été remplacé par Kagame, qui dirige depuis. Nous consacrerons une vidéo à son régime prochainement. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.